les libres penseurs de France, à divers titres, ont participé au rétablissement et à la défense de la République en 1870 et 1871, ainsi qu'au mouvement communaliste qui tentait d'établir une République démocratique et sociale. Émile Eudes ou Édouard Vaillant, par exemple, pour ne citer que ces libres penseurs, furent membres de la Commune de Paris et beaucoup furent aussi membres de la Première Internationale. Ça tombe, c'est pour ça. Voilà. C'est compliqué, ça. Un peu. Voilà. Bon. Voilà, je crois que ça va aller, là. Voilà. Donc, beaucoup furent aussi membres de la Première Internationale des Travailleurs, comme Benoît Malon ou Eugène Varlem. Et qu'en était-il à Marseille? Au-delà de leur propre perception, quelle était la position des libres penseurs marseillais? Se contentaient-ils de se battre pour le droit aux enterrements civils, ou celui-ci s'intégrait-il pour eux dans une ou des visions politiques et sociales bien plus larges et bien plus exigeantes encore? Les lacunes de la documentation ne permettent pas pour l'instant d'apporter une réponse globale et complète. Les travaux sont en cours. Mais les archives départementales, les journaux et les écrits de l'époque, ainsi que les parcours de vie de certains d'entre eux, permettent dès à présent de dégager des faits significatifs. Dans les dernières années du Second Empire, la libre pensée organisée en est encore à ses débuts, amorcée avec les premiers cercles de 1848. Les situations étaient diverses et Marseille n'y échappait pas. Nombre de libres penseurs, étant désignés comme tels, n'appartenaient pas à une association. Cela semble avoir été le cas d'Alphonse Esquiros ou de Gaston Crémieux, qui deviendront pourtant, dans les décennies suivantes, des références pour les libres penseurs marseillais qui leur rendront hommage régulièrement. Et justement, comment ces libres penseurs de la fin du XIXe siècle marseillais se présentaient-ils? À quelle position politique s'associaient-ils avant 1914? Le contenu des nombreuses annonces de leurs enterrements, les personnes qui y intervenaient et les discours prononcés à ces occasions nous renseignent. Ces annonces d'obsèques civiles paraissaient presque exclusivement dans le quotidien de gauche La Jeune République, à qui succédera le Petit Provençal, le journal de Clovis Hugues, ce qui situe déjà le public visé. Clovis Hugues est un communard marseillais qui devient ensuite un des fondateurs du Parti ouvrier français, dont il sera en 1881 le premier élu à l'Assemblée nationale. La plupart des enterrements civils invitant la libre pensée conviaient en même temps des groupes socialistes, radicaux, révolutionnaires ou militants, ou bien concernaient un de leurs membres. Les annonces de ces Marseillais, dont les noms sont oubliés aujourd'hui, sont révélateurs. Ainsi, la famille d'Élisa Hébrard invite les libres penseurs et les républicains socialistes. Et lors des obsèques du fils du citoyen Têtefort, ardent défenseur de la République, nous dit le journal, 2 discours sont prononcés. Le premier par le représentant de la libre pensée, le second au nom des groupes socialistes. Sont invités à assister aux funérailles du fils d'Antoine Rémoux, la libre pensée bien sûr, mais aussi les groupes socialistes et matérialistes, ainsi que les chambres syndicales, tandis que la famille de Frédéric Ponza y ajoute les cercles républicains et les loges maçonniques, et que le citoyen Cisco invite aux obsèques de sa belle-mère les libres penseurs et les membres de l'Union socialiste révolutionnaire. En ces années où les enterrements étaient autant d'occasions de manifester plus ou moins ouvertement, ces invitations couplées affichaient les positions de chacun. Cette référence presque automatique de la libre pensée au socialisme, à la défense de la République ou au syndicalisme, était-elle une image forgée après coup ou correspondait-elle à une réalité historique antérieure même à la chute de l'Empire? Pour répondre à cela, nous allons examiner leur situation pendant ces périodes en voyant d'abord quels ont été les débuts de l'association, puis les actions qu'elle a menées.
En novembre 1872, un document officiel à charge, le rapport parlementaire communément appelé le rapport Sunni, désigne ceux qui, selon lui, ont été les responsables des désordres accompagnant la révolution du 4 septembre 1870 à Marseille. Et je cite, les loges maçonniques, la Ligue phocéenne de l'enseignement, l'Association internationale des travailleurs et les libres penseurs, qu'elle nomme d'ailleurs les adhérents de la morale indépendante. Et l'un d'eux est particulièrement visé, Charles Le Balleur-Villiers. Effectivement, c'est Charles Le Balleur-Villiers qui recrée en 1868 un groupe de la libre pensée à Marseille et lui donne une forme organisée l'année suivante. Lors d'un banquet mémorable du vendredi 10 Saint, la deuxième année où est tenu de façon nationale ce fameux banquet devenu traditionnel pour les libres penseurs, le 18 avril 1869, au restaurant Tivoli, au boulevard Chave, je dis ça pour les Marseillais, 70 citoyens, nous raconte le journal L'Excommunié, élisent un président honoraire, Henri Rochefort, un républicain, grand opposant à l'Empire, qui sera compagnon de captivité avec Louise Michel en Nouvelle-Calédonie, parce que ayant participé à la Commune de Paris. Donc, président honoraire, président d'honneur, Henri Rochefort, un président effectif, Charles Le Balleur-Villiers, et une présidente, la citoyenne Gaillet, sans que sa fonction précise soit donnée. En tout cas, on avait pensé aux femmes. Le quotidien parisien Le Réveil, du 28 novembre 1869, rappelle au journal marseillais Le Peuple, qui l'a contesté, la réalité de la création légale de cette association au mois d'août précédent. Et cette contestation est intéressante, car, venant d'un des journaux les mieux informés de Marseille, elle indique indirectement la relative faiblesse numérique des libres penseurs dans la ville, caractéristique qui perdurera, car la majorité des Marseillais restaient attachés aux traditions catholiques. Mais les libres penseurs étaient tout de même un certain nombre, puisqu'un rapport de police de 1870 évalue leur effectif d'inscrits à environ 900, chiffre auquel il faudrait ajouter les familles, les sympathisants non inscrits ou non repérés par la police. Mais qui est Charles Le Balleur-Villiers, Une forte et très originale personnalité. Il a dépassé la cinquantaine lorsqu'il arrive à Marseille. Il a consacré sa vie et sa fortune à la cause révolutionnaire. Il est usé physiquement, mais il est toujours aussi enthousiaste et plein d'initiatives. Né en 1815, fils du maire de Rouen, après avoir été le principal meneur de la révolution de février 1848 dans cette ville, ses articles et ses prises de position enflammées le font condamner à la prison. Il y échappe par l'exil. Alors je vais vous le montrer. Je dois changer de diaporama là. Le voilà. Il est ici. Oui, je vais vous mettre quand même le diaporama. C'est mieux. Voilà. Donc ici, il est photographié à Guernesey en 1860 entre deux amis, proscrits eux aussi et familiers de Victor Hugo, Édouard Bonnet du Verdier et Louis Hennette de Kessler, les deux, comme lui, socialistes exilés suite à leur opposition au coup d'État du 2 décembre 1851. Après plusieurs emprisonnements, une déportation en Algérie et un nouvel exil, il revient en France et continue son combat. Pour lui, il n'y a pas de salut pour la nation en dehors du socialisme et de la révolution permanente, car il est un blanquiste convaincu. Ce mouvement tire son nom d'Auguste Blanqui, un révolutionnaire socialiste qui affirmait que la révolution violente, l'insurrection, était indispensable pour instaurer une vraie république socialement juste, un système socialiste. Et pour cela, un petit groupe organisé devait saisir toutes les occasions de prendre les armes et de provoquer une révolution, et alors le peuple suivrait.
Charles Le Balleur-Villiers partage avec Blanqui son refus des compromissions, un caractère entier, enflammé, très clivant. Son matérialisme militant choque énormément les conservateurs marseillais. Mais il est généreux et même attachant. Il a été très aimé dans la classe ouvrière à Marseille, où l'on le respectait, ce vieux combattant. Léo Taxil raconte avec une certaine émotion leur discussion lorsqu'à peine âgé de 16 ans, il venait le consulter dans sa petite maison du quartier de Saint-Pierre à propos des élections législatives de 1869, pour lesquelles républicains et radicaux s'étaient unis, ce qui mécontentait fortement Taxil, qui refusait de soutenir Léon Gambetta, qu'il trouvait mou, et ne diffusait dans les boîtes aux lettres que les tracts d'Alphonse Esquiros. Et Charles Le Balleur-Villiers, d'ailleurs, n'est pas seul à Marseille. Il est soutenu par plusieurs. Nous n'aurons pas le temps d'en évoquer beaucoup, mais je vais vous en citer un parce qu'il a une envergure nationale. Il s'agit d'Adolphe Royanès. Adolphe Royanès commence sa double carrière de libre penseur et de démocrate socialiste en 1852. Quand jeune instituteur à Chartres, il se fait interdire à jamais, dit l'acte de jugement, de faire partie de l'instruction publique ou privée pour avoir publié un feuilleton intitulé Ernest Dubus ou le républicain de 20 ans, dans lequel il défendait les auteurs de l'insurrection populaire de juin 1848. C'est le premier écrit qui le fera condamner à des amendes et à des mois d'emprisonnement, ce qui lui arrivera régulièrement pendant toute une partie de sa vie. Quelque temps après, il fonde le journal L'Athée avec Émile Eudes, un autre libre-penseur blanquiste qui deviendra plus tard un membre du comité central de la Commune de Paris. Le blanquisme, donc, marque fortement et durablement la naissance de la libre-pensée organisée à Marseille. Et cela impactera son recrutement dans la période qui nous intéresse, ainsi que son action. Alors, quelle forme prenait l'action des libre-penseurs marseillais ? Il y en avait essentiellement trois. Une des principales était les articles, la diffusion de pamphlets, de brochures. Ils écrivaient dans les journaux et en premier lieu dans le leur, le journal marseillais La Voix du Peuple, qu'ils créent au début de l'année 1868 et pour lequel ils ne tardent pas à avoir de très sérieux ennuis. Ça se répétera souvent. Ils écrivent en mars de la même année, donc 3 mois après, Alphonse Royanès est condamné pour avoir publié 3 articles. À bas la mort, morale scientifique et morale religieuse, et Inquisition de la pensée. Dans Inquisition de la pensée, il est accusé sous couvert d'avoir raconté l'histoire d'une femme séparée de son mari qui lui demande pour revenir plus de liberté de pensée et d'action, d'avoir reproduit et critiqué une dépêche de l'empereur sur le sujet. L'article « Morale scientifique et morale religieuse » explique qu'il n'est nul besoin de donner Dieu comme base à la morale. Et « À bas la mort » est un article contre la peine de mort. Fait intéressant, pour ces 3 articles qui touchent à la liberté de penser, il est aussi condamné pour avoir parlé de politique. On lit donc les deux. Le tribunal, je cite, déclare Alphonse Royanès coupable des délits d'offense publique envers la personne de l'empereur, d'outrage à la morale publique et religieuse, et d'avoir publié un journal traitant de matières politiques et d'économie sociale sans autorisation. En réparation, le condamne à 3 mois de prison et 500 francs d'amende. Et bien sûr, le journal est interdit. Qu'à cela ne tienne, dès qu'il sort de prison, 3 mois après, il remplace ce titre par un autre que je vous ai mis là. Je vous ai mis le numéro 1, qui s'appelle L'Ami du peuple. Le siège et l'impression sont situés à Marseille, mais il a la particularité de s'adresser non seulement aux Marseillais, mais aussi aux Parisiens. C'est ce qu'indique de fait d'abord le sous-titre « Journal de Marseille, Paris », mais aussi le nom du correspondant à Paris. Il s'agit de Henri Verlet, le journaliste libre-penseur très actif. Parmi ses contributeurs principaux figurent Raoul Rigaud, le futur communard parisien, et une femme. Et quelle femme? L'énergique Paula Menck, mais aussi des Marseillais, dont Joseph Absalon Tardif,
que nous retrouverons au moment de la Commune. Et ce journal ne tardera pas lui aussi à être interdit. Alors, Royanès reprendra le titre « La voix du peuple », le premier qui avait été interdit, après le rétablissement de la République. Il profite de cette liberté de la presse qui est momentanée d'ailleurs, et il présente, en voici un exemplaire. Il reprend le titre, et je vous l'ai mis parce que là, il est libre de mettre le sous-titre qu'il voulait mettre et qu'il ne pouvait pas sous l'Empire. Et regardez bien le sous-titre « Journal quotidien de la République démocratique et sociale ». Mais avant de pouvoir faire reparaître ce titre, après l'interdiction donc de l'Ami du peuple, ils écrivent aussi dans un journal parisien qui va prendre le relais, et recréé justement par Henri Verlet en janvier 1870, le titre est repris, c'est « La libre pensée ». Avant cette réapparition, plusieurs revues se sont succédées pour donner voix à la libre pensée, comme le résume très bien le chapitre 5 du livre de Jean-Marc Schiappa, Une histoire de la libre pensée. Voilà comment Henri Verlet annonce ce nouveau journal. Je vous ai mis l'affiche là. Alors je vous lis, ce n'est pas forcément très lisible, mais c'est intéressant parce que ça montre la position de la province à cette période-là très précise. Les libres penseurs de Lyon, depuis un an, ont seuls soutenu dans la presse française le combat de l'affranchissement intellectuel. Les journaux philosophiques de Paris et de Marseille, pour des raisons diverses, avaient été forcés d'abandonner les chances de la lutte. L'excommunié seul était resté à défendre le drapeau de la liberté de conscience. Aujourd'hui, les libres penseurs de Paris reviennent se placer à côté de leurs frères de Lyon et de Marseille. C'est signe que ces deux villes de province jouaient un rôle non négligeable dans la défense de la liberté de penser à ce moment-là. L'hebdomadaire L'Excommunié, dont il est question dans cette affiche, apparu à Lyon de 1869 à 1870, moment où il fut interdit, comme le journal de Marseille. Les 15 premiers numéros portaient le sous-titre « Organe des libres penseurs de Lyon ». Avant d'avoir le sous-titre plus large, à partir du numéro 15, d'Organe de la libre pensée. Jusqu'en octobre 70, où le titre devient « Organe de la libre pensée révolutionnaire », et il ne tarde pas ensuite à cesser de paraître. Cette affiche a un autre intérêt. Elle montre en bas, dans sa partie basse, elle annonce nommément 11 contributeurs, parmi lesquels on retrouve les futurs communards parisiens Raoul Rigaud, mais aussi nos deux Marseillais, Charles Le Balleur-Villiers et Adolphe Royanès. Mais leurs actions prenaient d'autres formes, et notamment celle très importante à Marseille, qui va faire beaucoup de bruit, les réunions publiques. Alors, je vais ne vous en citer que deux, parce qu'elles sont caractéristiques et ont eu de l'écho dans la presse marseillaise. En novembre 1869, une réunion dans la salle de Montebello, c'est le quartier de Vauban, est animée par Charles Le Balleur-Villiers et Jean-Baptiste Pillard, membre actif de l'Association internationale des travailleurs. Et elle a lieu devant 1800 personnes. Son thème est « Travail et capital ». Et ces réunions, il faut le savoir, pour ceux qui ne le savent pas encore, qu'elles devaient être soumises à des demandes de permission préalables et étaient très étroitement surveillées par la police impériale, qui envoyait un policier y assister et veillait à ce qu'aucun sujet politique ne soit abordé. Ce soir-là, justement, après 2 avertissements successifs, le commissaire de police présent interrompt la réunion et la déclare dissoute. Ils avaient abordé le refus de l'impôt. Après concertation, le bureau trouve un moyen de la continuer en fermant les portes et en déclarant la réunion privée. Une demi-heure après, la foule a redescendu la rue Breteuil dans un silence et un ordre qui a étonné les gendarmes détachés dans la rue pour les surveiller et certainement pour les arrêter au moindre mouvement. Voici un autre exemple caractéristique examiné à travers les demandes d'autorisation préalable obligatoire déposées à la préfecture dont je viens de vous parler. C'est un document qui fournit plusieurs renseignements. Il s'agit donc de demander l'autorisation d'une réunion publique déposée par les libres penseurs. Elle est prévue pour le 4 juin 1870.
La demande est présentée 5 jours avant, le 30 mai, et on est à 2 mois de l'insurrection du mois d'août qui commence la période révolutionnaire à Marseille. Cette réunion doit avoir lieu au Théâtre Musset. C'est une grande salle de spectacle de Notre-Dame-du-Mont, très proche de la Plaine, un des grands quartiers contestataires de Marseille, à cette époque-là et encore aujourd'hui. Et elle doit avoir lieu à 9 h du soir pour que les ouvriers puissent y assister après leur longue journée de travail. Et regardez l'objet, il est toujours un des soucis de la libre pensée. L'ordre du jour sera instruction populaire et libre pensée. Et les signatures, elles aussi, sont intéressantes. 3 particulièrement, parce qu'on va retrouver ces hommes dans les événements liés à la Révolution du 4 septembre et à la Commune. Il s'agit du cordonnier Joseph Maviel, du menuisier de marine Henri Chachua et du serrurier Édouard Delvac. Et j'ai une petite surprise pour les libres penseurs marseillais des Bouches-du-Rhône. En bas à gauche du document, alors je vous l'ai grossi, je ne sais pas si vous voyez, mais oui, c'est le logo de la libre pensée marseillaise, le plus ancien qu'on ait pu retrouver jusque-là. Il date de 1869. On peut constater dans le triangle l'influence maçonnique, parce qu'un des 3e volets de l'action des libres penseurs, c'est de s'investir dans toutes les associations progressistes qui étaient à Marseille, et il y en avait. Beaucoup, par exemple, sont francs-maçons. La majorité des francs-maçons marseillais est alors républicaine et se préoccupe, entre autres, d'éducation populaire. Les libres penseurs y trouvent un lieu d'élaboration et d'expérimentation de leurs idées. Leur présence active peut se voir à travers l'initiative de Gaston Crémieux, qui, ne trouvant plus dans les loges existantes un cadre adapté à ces nouveaux combats sociaux et politiques, crée la loge La Réforme, avec ses amis, bien sûr, francs-maçons. Il en donne les raisons lors de la tenue de la nouvelle loge, le 18 janvier 1869. Fustigeant l'apathie dans laquelle étaient tombés trop d'ateliers, il déclare, je cite, « Les frères qui ont fondé la Réforme et qui constituent l'élite de la franc-maçonnerie marseillaise entendent s'attaquer corps à corps aux règlements surannés et faire de la maçonnerie une œuvre d'intelligence et de progrès. Nous avons fait des ouvertures à toutes les loges qui nous entourent, toutes, parce que nous pensions trop, ou parce que nous voulions fonder l'égalité et la fraternité parmi les maçons, parce que l'on voyait en nous de trop libres penseurs, prêts à renverser l'échafaudage vermoulu sur lequel trônaient leur vanité et leur orgueil, toutes, dis-je, ont repoussé nos avances, parce que l'on voyait en nous de trop libres penseurs. L'impossibilité d'agir dans les loges existantes rendait donc nécessaire cette nouvelle fondation. Le nom choisi, la Réforme, rend compte lui aussi de son but. Pour lui et ses amis, la transformation sociale devait passer par l'action politique, voire, pour plusieurs d'entre eux, par une révolution si nécessaire. Et l'on retrouve parmi ces francs-maçons s'affichant ainsi libres penseurs, Adolphe Royanès et de nombreux républicains radicaux, comme Jean-Baptiste Brochier ou Maurice Olivier. Ce sont les mêmes que l'on retrouve dans l'association phocéenne de l'enseignement, créée au même moment, en été 1868, dans un climat de polémique violente, déchirant les républicains marseillais, avant même le rétablissement de la République 2 ans plus tard. Car, au-delà de la partition purement politique, 2 conceptions sociales de l'éducation populaire s'affrontent alors. Une basée sur la notion de charité traditionnelle, initiée d'en haut et dépendant d'élites éclairées, organisant une éducation populaire essentiellement réduite à l'alphabétisation et une morale visant à produire de bons ouvriers et de meilleurs pères de famille. Les tenants de cette conception conservatrice partent fonder une autre association concurrente. Ceux qui restent dans l'association phocéenne, au contraire, mettent en pratique une conception démocratique et émancipatrice de l'éducation populaire qui doit englober l'histoire et la culture générale afin de produire des citoyens éclairés. Pour eux, les droits des plus pauvres et des ouvriers
ne doivent plus dépendre des seules initiatives, mais s'inscrire dans le droit. Dans le même ordre d'idées, certains libres penseurs étaient aussi membres de l'Association internationale des travailleurs. L'anarchiste André Bastelica, qui est le grand réorganisateur de l'Internationale à Marseille à partir de 1867, est aussi un des correspondants du journal La Libre Pensée de Verlet. À en croire le rapport Sunni, entre juin 1868 et septembre 1870, Bastelica, Le Balleur-Villiers et consorts ne tinrent pas moins de 214 réunions publiques, 89 privées, soit de plus de 100 réunions par an pendant 3 ans. Sans prendre ce chiffre à la lettre, il donne une idée de la vitalité et de l'intensité militante de ces combattants de la liberté à Marseille. Enfin, nombre d'entre eux s'investissent aussi dans les clubs et partis politiques, notamment dans celui animé par Le Balleur-Villiers, le comité de Montebello, dont nous avons relaté une réunion tout à l'heure. Ce comité était décrit comme le parti de la République sociale. Il se lance dans la bataille des législatives de 1869, car à cette occasion, les radicaux et socialistes finissent péniblement et momentanément par s'entendre sur des candidats communs et envoient au corps législatif, qui remplaçait l'Assemblée nationale sous l'Empire, 2 députés républicains, Léon Gambetta et Alphonse Esquiros. Ce qui fit dire à ce dernier, je cite, « Les Bouches-du-Rhône étaient donc républicaines avant la République ». Les libres penseurs ont été partie prenante dans la révolution républicaine du 4 septembre et à la commune insurrectionnelle qui a suivi. Nous n'avons pas le temps de citer tous les faits, je n'en citerai que quelques-uns. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que nous les retrouvons dans les péripéties de ces événements pour la plupart. Hein, les noms de ceux que j'ai cités, on les retrouve. Ainsi, par exemple, Maurice Rouvier est l'un des 3 membres du comité révolutionnaire qui, l'après-midi du 4 septembre, du balcon de l'hôtel de ville de Marseille, proclame la République sans attendre le télégramme informant qu'elle l'était à Paris. Alphonse Esquiros devient alors le premier représentant spécial de cette République dans le département. Pendant 2 mois, il prend de nombreuses mesures républicaines et sociales qui finissent par provoquer son renvoi, ce qui sera une des causes principales de la commune révolutionnaire du 1er novembre 1870 à Marseille. Voici l'affiche, et je vous ai grossi la liste de ceux qui se sont inscrits comme faisant partie de cette commune, parce qu'on retrouve des noms de libres penseurs. Alors là aussi, je ne m'attarderai pas sur tous, mais on retrouve les noms des 3 que nous avons vus tout à l'heure, dans la réunion de Montebello, Maviel, Sorbier, Chachua, et les 3 ayant d'ailleurs pris part à la première insurrection du 8 août précédent. Mais il y en a d'autres, comme par exemple Ré Aubert. Ré Aubert qui avait succédé à Charles Le Balleur-Villiers comme président de la Société des libres penseurs marseillais à la fin de l'année 1869. Ils seront poursuivis pour leur implication. Crémieux soutient l'action d'Alphonse Esquiros à l'automne 1870 et il prit ensuite la présidence de la commission départementale qui fut la forme juridique que prit la commune de Marseille en mars 1871. Et comme beaucoup d'entre nous le savent ici, il paiera de sa vie son engagement. Charles Le Balleur-Villiers ne put participer à la révolution du 4 septembre à Marseille, car pour fuir un énième emprisonnement, il avait dû quitter la ville pour le sud-ouest. Toujours plein d'énergie, il fonde un journal à Montpellier, mais sa santé est altérée et il meurt à Toulouse le 13 décembre 1870. Une délégation de la libre pensée, de libres penseurs marseillais est alors présente lors de son enterrement, auquel assiste le préfet Armand Duportal, le même qui sera la grande figure de la courte commune de Toulouse quelques mois plus tard, le 25 mars 1871. Lors de ces obsèques civiles, pendant lesquelles le drapeau rouge et le bonnet phrygien furent arborés, Armand Duportal prononça un discours d'hommage à ce grand républicain, et il appela la garde nationale à lui rendre les honneurs, ce qui scandalisa les conservateurs.
Adolphe Royanès, enfin, se trouvait lui aussi à Toulouse, le 4 septembre 1870. Il prit alors la direction du journal L'Émancipation d'Armand du Portal quand celui-ci fut nommé préfet de Haute-Garonne. Puis il revint à Marseille, où il ressuscita, comme nous l'avons vu tout à l'heure, La Voix du Peuple, dont les bureaux étaient domiciliés dans le quartier de la Joliette, au 39 de la rue du Chevalier-Rose. Après l'écrasement des communes, il osa continuer son opposition à Thiers et publier des textes dans lesquels il détaillait sa vision de la République, comme ce pamphlet qui date de 1871. Le voici, il est imprimé à Marseille. Il y défend la République sociale comme seule durable. Il donne alors les points essentiels de son programme. Souveraineté du peuple, devant qui doivent être responsables fonctionnaires et militaires et à qui ils doivent tous rendre compte régulièrement de leurs actes. La garantie des libertés individuelles, l'instruction laïque gratuite et obligatoire, et il invoque les droits des enfants qui doivent primer sur la liberté des parents. La suppression des armées permanentes, la séparation de l'Église et de l'État, les droits des travailleurs inscrits dans la loi. Et il écrit à ce sujet, je cite, « Le but que poursuivent les socialistes, but humanitaire et juste s'il en fut jamais, c'est la réalisation d'une forme sociale dans laquelle le travailleur, jouissant du produit intégral de son travail, nul ne puisse vivre aux dépens des autres. Direz-vous encore que la République sociale est la République de la canaille ?» Fin de citation. Ainsi, dans les quelques caractéristiques que nous venons de dégager, nous pouvons voir qu'à Marseille, comme ailleurs, au même moment, l'objectif d'émancipation sociale était intrinsèquement lié au début de la libre pensée organisée. L'anticléricalisme n'était qu'un des éléments du combat des libres penseurs marseillais. Cette lutte pour le plein exercice du droit à la liberté de penser n'était pas un simple débat intellectuel, mais s'inscrivait dans celui plus général pour les droits politiques et sociaux. Tous n'avaient pas la même conception pour y arriver. Blanquistes ou républicains radicaux, anarchistes et ou socialistes, hébertistes ou robert-pierristes, ce qui les unissait, c'est que pour tous, sans justice sociale, sans éducation populaire, sans égalité réelle des droits, pas de réel exercice de la liberté de penser. Les libres penseurs d'aujourd'hui, dans leur diversité, sont héritiers de ces combats communs. C'est ce que nous rappelle leur cri de ralliement plus que séculaire, qui porte le triple héritage des bakouninistes, des radicaux et des blanquistes, ni Dieu ni maître, à bas la calotte et vive la sociale. Je vous remercie.